Ma mère a choisi d'élever ma sœur et m'a jeté comme un déchet. Maintenant, elle est de retour, suppliant de l'aide. Mais un seul mot de ma part a bouleversé son monde. J'ai 28 ans, je suis un homme, et ma sœur, Harper, a 3 ans de moins que moi. Depuis notre plus tendre enfance, il était évident de savoir qui était le favori, et ce n'était même pas serré. Harper avait tout, des vêtements neufs, des jouets, toute l'attention de maman. Moi? Des vêtements de seconde main et des réponses du genre on verra bien pour tout. Maman passait des heures à coiffer Harper pour les photos de classe pendant que j'avais droit à « peigne-toi simplement les cheveux, Jackson ». Harper avait des déjeuners élaborés avec des petits mots et des cœurs. Moi, j'avais des sandwichs au beurre de cacahuètes, si j'avais de la chance. Les fêtes d'anniversaire de Harper étaient d'énormes célébrations. Les miennes étaient oubliées la moitié du temps. Les événements scolaires étaient le pire. Harper jouait au football et faisait de la danse. Maman était au premier rang pour tout, prenant des photos. J'ai joué au football pendant 3 ans et elle est peut-être venue 2 fois, assise dans la voiture sur son téléphone tout le temps. Tout ce que j'accomplissais obtenait 2 secondes de reconnaissance avant que la conversation ne revienne sur ce que Harper faisait. Mon père, Robert, essayait d'équilibrer les choses quand il était là, mais il travaillait dans le bâtiment et avait des problèmes de santé qui s'aggravaient. Hypertension, stress, les trucs habituels qui tuent les travailleurs précocement. Quand il était à la maison, il me prêtait vraiment attention et m'aidait avec mes devoirs. Mais maman me regardait à peine, sauf si j'avais des ennuis. Les excuses étaient toujours les mêmes, Harper a besoin de plus d'aide parce qu'elle est plus jeune, alors que Jackson est plus indépendant. Ouais, j'étais indépendant parce que tu m'as forcé à l'être. Moi, à 6 ans, me faisant mon petit déjeuner, ce n'était pas des compétences de vie avancées, c'était de la négligence. Mais c'est là que tout a vraiment mal tourné. Quand j'ai eu 12 ans, papa a eu une crise cardiaque massive au travail. Il est tombé raide mort sur un chantier de construction. Un jour, il faisait de mauvaises blagues au dîner, le lendemain, il était parti pour toujours. C'était la fin de toute stabilité dans notre maison. Maman s'est complètement effondrée. Elle ne pouvait pas gérer le fait d'être une mère célibataire avec 2 enfants, surtout quand l'un d'eux ressemblait exactement au mari qu'elle venait de perdre. Chaque fois qu'elle me regardait, elle voyait papa. Harper ressemblait à la famille de maman, donc elle était en sécurité. Moi? J'étais juste un rappel quotidien de ce qu'elle avait perdu. C'est alors que maman a trouvé sa solution brillante. Elle prendrait Harper et déménagerait au Canada où vivait sa sœur. Et moi, j'irais vivre chez la sœur de papa, Patricia. La façon dont elle l'a expliqué donnait l'impression que c'était temporaire, juste le temps que je me remette sur pied. Et de toute façon, Patricia adore t'avoir près d'elle. Mais même à 12 ans, je pouvais dire que c'était permanent. Elle gardait l'enfant qu'elle voulait et se débarrassait de celui qu'elle ne voulait pas. Tante Patricia a tout de suite vu clair dans son jeu. Elle a dit à maman exactement ce qu'elle pensait du fait d'abandonner son propre fils. Mais maman avait déjà pris sa décision. Harper pleurait parce que je lui manquerais, mais maman était déjà mentalement déconnectée, planifiant probablement son nouveau départ avec seulement sa précieuse fille. Le jour de leur départ a été brutal. Maman m'a fait un faux adieu plein d'émotions avec tous les mensonges habituels, je t'appellerai toutes les semaines. Nous viendrons bientôt en visite. C'est juste temporaire. Nous savions tous les deux que rien de tout cela n'était vrai. Elle voulait un nouveau départ avec Harper, et j'étais un fardeau dont elle était impatiente de se débarrasser. Je me souviens être debout dans l'allée avec tante Patricia, regardant leur voiture disparaître au coin de la rue. 12 ans, et ma propre mère venait de me dire que je ne valais pas la peine d'être emmené avec elle. Harper faisait un signe de la main depuis la vitre arrière comme si nous partions pour une aventure amusante, complètement inconsciente que c'était un adieu, pour toujours. La logique de maman était simple, prendre l'enfant facile qui lui rappelait les bons moments, laisser celui qui était difficile et qui ressemblait à son mari décédé. Un coup classique de maman, voilà tout. Elle ne pouvait pas gérer son propre deuil, alors elle a simplement éliminé la moitié du problème en abandonnant un de ses enfants. Tante Patricia m'a serré dans ses bras pendant que j'essayais de ne pas pleurer comme un petit enfant. Elle était furieuse contre maman mais essayait de rester calme pour moi. Cette femme a complètement perdu la tête, n'arrêtait-elle pas de marmonner. Patricia n'avait pas d'enfant et se retrouvait soudainement à élever le fils abandonné de son frère décédé parce que sa femme ne pouvait pas affronter la réalité. La maison semblait complètement différente après leur départ.
Toutes les affaires de Harper avaient disparu. La chambre de maman était vide. Juste moi et Patricia, essayant de trouver comment faire fonctionner tout ça. Elle a essayé de garder les choses normales, mais comment expliquer à un garçon de 12 ans que sa mère a choisi sa sœur plutôt que lui? Honnêtement, cependant, être largué chez Patricia s'est avéré être la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, même si je ne le ressentais pas comme ça à l'époque. Patricia avait environ 35 ans quand elle m'a recueilli. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital local et n'avait jamais été mariée ni eu d'enfant. Elle disait toujours qu'elle était trop occupée par sa carrière pour se poser, mais je pense qu'elle n'a simplement jamais trouvé quelqu'un qui en vaille la peine. Elle était dure comme fer mais avait ce faible pour la famille que maman n'a jamais apprécié. Les premières semaines ont été carrément bizarres. J'attendais sans cesse que maman appelle pour dire qu'elle avait changé d'avis, qu'elle revenait me chercher. Patricia me surprenait à regarder fixement le téléphone ou à vérifier la boîte aux lettres pour des lettres qui n'arrivaient jamais. Elle n'a jamais rien dit directement, mais je pouvais dire qu'elle était furieuse contre maman pour ce qu'elle avait fait. Le plus grand changement a été la façon dont Patricia prêtait réellement attention à ce que je faisais. Elle posait de vraies questions sur l'école, m'a trouvé un tuteur quand j'étais en retard en maths, et cuisinait de vrais repas au lieu de me jeter ce qu'il y avait de plus facile. Elle venait à mes matchs de football et regardait au lieu de rester assise dans la voiture sur son téléphone. Des choses parentales de base que maman ne s'était jamais donné la peine de faire. Mais c'est ici que les choses sont devenues vraiment tordues, les appels du Canada. Au début, maman appelait toutes les 2 semaines, et ses conversations étaient terriblement pénibles. Elle commençait avec cette fausse voix joyeuse, me demandant comment j'allais, mais on sentait qu'elle le faisait par automatisme, comme si elle avait une sorte de rappel hebdomadaire sur son calendrier pour prendre des nouvelles de son fils abandonné. Le pire, c'était de l'écouter s'étendre sur la nouvelle vie incroyable de Harper. Harper a intégré l'équipe de football de sa nouvelle école. Harper a été invité à 3 fêtes d'anniversaire ce mois-ci. La maîtresse de Harper dit qu'elle est la plus intelligente de sa classe. Chaque appel était essentiellement une compilation des meilleurs moments de l'aventure canadienne de ma sœur, pendant que j'étais assis là comme une sorte de lot de consolation. Harper prenait parfois le téléphone, et ses conversations étaient terriblement gênantes. Que dire à une sœur que l'on connaît à peine maintenant? Elle me parlait de ses nouveaux amis comme si j'étais censé être excité pour elle. Nous sommes allés dans ce centre commercial génial hier, et il y a ce restaurant qui sert la meilleure poutine. Cool, Harper. Heureux que tu t'éclates pendant que maman m'a largué chez une parente. Patricia répondait parfois au téléphone quand maman appelait, et ses conversations étaient glaciales. Il va bien. Il réussit bien à l'école. Oui, il mange assez. Patricia ne disait jamais rien de méchant directement, mais on sentait qu'elle n'avait aucun respect pour maman après ce qu'elle avait fait. Je l'entendais marmonner dans sa barbe après avoir raccroché, cette femme a un sacré culot, de prendre des nouvelles comme si elle s'en souciait vraiment. Les appels ont commencé à s'espacer au fil des mois. Toutes les 2 semaines sont devenues une fois par mois, puis tous les quelques mois. On sentait que maman devenait plus à l'aise dans sa nouvelle vie, et je devenais de moins en moins une priorité. Harper mentionnait de nouveaux amis, de nouvelles activités, à quel point elle aimait sa nouvelle école. Pendant ce temps, je suis pratiquement une pensée secondaire dans ma propre famille. Le plus insultant, c'était quand maman demandait à Patricia comment j'allais au lieu de me le demander directement, comme si j'étais une sorte d'animal de compagnie qu'elle avait laissé en pension. Est-ce que Jackson mange bien? Est-ce qu'il maintient ses notes? Des questions qu'elle aurait pu me poser si elle avait vraiment voulu maintenir une relation. Puis, maman a complètement cessé d'appeler. Pas d'explication, pas d'adieu, juste le silence. Patricia et moi avons compris plus tard qu'elle avait changé de numéro de téléphone et n'avait pas pris la peine de nous donner le nouveau. C'est à ce moment-là que j'ai su, avec certitude, que j'étais officiellement rayé de leur histoire. Patricia n'a jamais dit, je te l'avais bien dit, mais nous savions toutes les deux que cela allait toujours se passer ainsi. Maman avait eu son nouveau départ avec son enfant préféré et n'avait plus besoin de la complication de son fils abandonné. Les appels n'avaient été qu'une gestion de sa culpabilité. Et une fois la culpabilité estompée, tout semblant d'intérêt pour moi a également disparu. Avec le recul, ces appels étaient presque pires que d'être abandonnés en premier lieu. Au moins, quand elle est partie, c'était honnête. Les fausses prises de nouvelles n'étaient que des rappels cruels que je ne valais pas un véritable effort, juste des paroles en l'air occasionnelles pour qu'elle se sente mieux par rapport à ce qu'elle avait fait. L'université a été la première fois où je me suis vraiment senti libre.
Patricia m'a aidé à intégrer une bonne université d'État à quelques heures de route. Et une fois arrivé là-bas, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Personne ne connaissait ma famille déglinguée. Pas de regards apitoyés, pas de questions gênantes. J'ai étudié le commerce et l'informatique, l'idée de Patricia, quelque chose d'utile. Je travaillais à temps partiel, j'ai contracté des prêts et je me suis fait des amis qui ressemblaient vraiment à une famille. En 3e année, je créais des sites web en freelance et je réalisais que je pourrais peut-être en faire une vraie carrière. Pendant ce temps, je n'avais pas eu de nouvelles de maman ou de Harper depuis des années. Peut-être une triste carte de Noël une fois, mais c'était tout. Après mon diplôme, je suis revenu plus près de Patricia, occupant sa chambre d'amis pendant que je cherchais du travail. Elle ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau, me rappelant juste que je finirais par trouver. Finalement, j'ai décroché un poste dans une entreprise technologique en support commercial et j'ai commencé à grimper les échelons à partir de là. À cette époque, j'ai rencontré Sarah lors d'une conférence. Elle était l'opposé total du chaos d'où je venais, intelligente, équilibrée, issue d'une famille où les gens s'appréciaient vraiment. Je lui ai finalement raconté toute l'histoire. Elle a été choquée, mais elle a compris. Et pour la première fois, je me suis senti compris. Nous nous sommes mariés quelques années plus tard. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Jackson surmonte une enfance de merde, construit une vie réussie avec des gens qui se soucient vraiment de lui, et vit heureux jusqu'à la fin des temps. Mais c'est alors que tout ce cauchemar a recommencé parce que, apparemment, maman a décidé que je valais à nouveau la peine qu'on me parle. Je suis assis à la maison un samedi matin, en train de prendre un café avec Sarah, quand mon téléphone sonne. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre parce que qui appelle encore, n'est-ce pas? Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Grosse erreur. C'était maman. Après des années de silence complet, cette femme appelle à l'improviste comme si nous nous parlions toutes les semaines. Jackson, c'est maman. Oh, chérie, ça fait si plaisir d'entendre ta voix. Comment vas-tu? Le faux enthousiasme dans sa voix était nauséabond. Sarah a vu mon visage pendant l'appel et a su immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle est restée assise à me regarder devenir de plus en plus tendue pendant que maman faisait cette sorte de danse étrange autour de ce qu'elle voulait vraiment. 20 minutes de questions superficielles sur mon entreprise, mon mariage, comment les choses allaient. Tout ce dont elle aurait dû se soucier il y a des années mais dont elle ne pouvait pas se préoccuper quand je luttais vraiment. Elle avait clairement pêché des informations sur mon succès par l'intermédiaire de Patricia, l'appelant probablement, faisant semblant de se soucier des nouvelles de la famille alors qu'en réalité, elle vérifiait si j'avais de l'argent. Finalement, maman en est venue au fait. Il s'avère qu'elle était revenue ici il y a quelques mois, laissant derrière elle son rêve canadien pour des raisons qu'elle n'a pas vraiment expliquées, probablement qu'elle n'en avait plus les moyens. Harper était maintenant à l'université et avait apparemment du mal avec les frais de scolarité. Maman travaillait dans un commerce de détail pour joindre les deux bouts et voulait que je l'aide financièrement. Le truc, c'est que, Jackson, Harper a vraiment besoin d'aide pour ses frais de scolarité. C'est ta sœur, après tout. Le montant qu'elle a avancé était insensé, 15 000 par an pour les frais de scolarité. Il restait 2 ans à Harper 30 000 au total. Cette femme, qui ne m'a pas parlé depuis des années, voulait que je débourse 30 000 $ pour une sœur que je connais à peine pour des frais universitaires qui ne sont pas de ma responsabilité. Elle a immédiatement commencé à me culpabiliser à fond. Harper faisait partie de la famille. Je réussissais si bien. Papa aurait voulu que j'aide ma sœur. Toutes les tactiques de manipulation classiques de quelqu'un qui m'a abandonné dès que les choses sont devenues difficiles. Ton père aurait voulu que tu aides ta sœur, a-t-elle dit, jouant la carte du père décédé. Sortant vraiment la grosse artillerie pour ce chantage affectif. Je lui ai dit sans détour que Harper était pratiquement une étrangère pour moi après des années sans aucun contact. Maman a essayé de prétendre que Harper demandait de mes nouvelles tout le temps et adorait renouer avec son grand frère. Absolument n'importe quoi. Si Harper se souciait de renouer, elle aurait pu m'appeler elle-même à tout moment au cours de la dernière décennie. Maman, je n'ai pas parlé à Harper depuis des années. C'est pratiquement une étrangère pour moi. Oh chérie, ce n'est pas vrai. Elle demande de tes nouvelles tout le temps. Quand j'ai souligné que Harper n'était pas là quand je luttais à l'université, travaillant plusieurs emplois juste pour payer le loyer, et construisant mon entreprise à partir de rien, maman s'est mise sur la défensive.
Elle a commencé à trouver des excuses sur le fait de vivre au Canada et que les choses étaient compliquées, comme si la géographie les avait empêchés de décrocher un téléphone pendant 15 ans. C'est alors que son ton est passé du faussement doux au mode manipulation totale. Elle avait fait de son mieux pour élever 2 enfants après la mort de papa. Peut-être qu'elle avait fait des erreurs, mais Harper ne devrait pas en souffrir. Le coup classique du narcissique, se faire passer pour la victime tout en exigeant que je règle les problèmes qu'elle a créés. Le plus insultant, c'est quand elle a essayé de s'attribuer le mérite de mon succès. Tu t'en es bien sorti. Regarde comme tu as réussi. Peut-être que les choses se sont arrangées pour le mieux. Cette femme a réellement essayé de présenter le fait de m'abandonner comme une sorte de plan magistral pour mon développement personnel. J'ai mis fin à ça très rapidement. Je m'en suis bien sorti parce que Patricia m'a élevé, pas grâce à quoi que ce soit que maman ait fait. Sarah regardait toute cette conversation se dérouler et était furieuse pour moi. Elle connaissait toute l'histoire de maman m'abandonnant et voyait exactement ce qui se passait. Avoir son soutien m'a aidé à rester calme pendant que maman essayait toutes les techniques de culpabilisation possibles. Maman a évoqué la loyauté familiale, ce que papa aurait voulu, comment Harper était innocente dans toutes les tactiques de manipulation que l'on attend de quelqu'un qui ne se soucie de vous que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Elle a même eu le culot de me reprocher de ne pas avoir entretenu de relation avec Harper, comme si c'était moi qui avais déménagé dans un autre pays et arrêté d'appeler. Quand je lui ai dit que je ne lui donnais pas 30 000 $ pour quelqu'un que je ne connais même pas, elle a complètement perdu les pédales, criant que Harper était ma sœur et que la famille s'entraide. C'est un comble venant de la femme qui a choisi un enfant plutôt que l'autre puis a disparu pendant 15 ans. Je ne te donne pas d'argent pour l'université de Harper. Je ne vous dois rien à aucune de vous deux. Jackson, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Je sais que je t'ai fait du mal, mais nous sommes toujours une famille. J'ai été très clair sur le fait que Patricia est ma famille. Sarah est ma famille. Maman et Harper sont des étrangères qui partagent un peu d'ADN avec moi, et c'est tout. La conversation n'allait nulle part, elle essayant différents angles et moi les rejetant tous. Mais attendez, ce n'est pas tout. La demande d'argent n'était pas la seule raison de l'appel. Je vais me marier dans quelques mois avec un homme merveilleux nommé David. Nous avons décidé de nous installer ici, en fait, plus près de la famille. J'espérais que tu viendrais au mariage. L'audace était franchement impressionnante. Me demander 30 000 $ puis m'inviter à célébrer sa nouvelle vie comme si nous étions une famille proche. Je ne viendrai pas à ton mariage, maman. Elle a essayé tout le refrain, ça signifierait tellement pour moi, mais je ne marchais pas. Si avoir ses 2 enfants à son mariage était si important, peut-être aurait-elle dû y penser avant de choisir un enfant plutôt que l'autre il y a 15 ans. Sarah m'a immédiatement serré dans ses bras après que j'ai raccroché et a dit ce que nous pensions tous les deux. Cette femme a un sacré culot. 30 000 $ et une invitation à un mariage après t'avoir abandonné. Le niveau de sentiment que tout lui était dû était hors norme. Tout l'appel a confirmé tout ce que je savais déjà sur maman, elle est égoïste, manipulatrice, et ne se soucie de moi que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Le fait qu'elle ait pensé que je lui donnerais simplement 30 000 $ pour quelqu'un à qui je n'ai pas parlé depuis des années montre à quel point elle est complètement déconnectée de la réalité. Elle a probablement pensé que les gens qui réussissent sont censés aider leur famille et n'a vu aucun problème avec sa logique. Peu importe qu'elle m'ait rayé de la famille quand cela l'arrangeait. Maintenant qu'il y a de l'argent en jeu, je suis soudainement de la famille à nouveau et j'ai des obligations. Patricia m'a appelé plus tard dans la journée, me demandant si maman m'avait contacté. Il s'avère que maman lui soutirait des informations sur mon entreprise et ma situation financière depuis des semaines avant de passer l'appel. Patricia était furieuse que maman essaie de l'utiliser comme source de renseignements pour son plan de récupération d'argent. Cette femme t'a abandonné, et maintenant elle veut ton argent, a dit Patricia. Le culot de certaines personnes ne cessera jamais de m'étonner. Sarah et moi en avons parlé ce soir-là, et elle secouait toujours la tête devant toute la situation. Elle vient d'une famille normale où les gens se soucient réellement les uns des autres sans arrière-pensée, donc le comportement de maman était choquant pour elle. Mais elle était fière de moi pour avoir tenu bon et ne pas être tombée dans le piège de la culpabilité. Je pensais que ce serait la fin. Maman a tenté sa chance, a été repoussée. J'espérais qu'elle comprendrait le message et me laisserait tranquille. Mais je me trompais. Cette femme n'accepte pas un non comme réponse quand il y a de l'argent en jeu.
L'appel téléphonique n'était que le premier coup de ce qui allait devenir une campagne à grande échelle pour me culpabiliser afin que je paie les études de Harper et que j'assiste à son mariage. Et ça allait devenir bien pire parce que cette femme ne comprend pas le mot non, surtout quand il y a de l'argent en jeu. Les appels ont commencé à arriver tous les quelques jours après ça. À des moments différents, avec des approches différentes, mais toujours le même objectif de base, de l'argent pour l'université de Harper et ma présence à son mariage. Maman avait apparemment décidé que mon rejet initial n'était que de l'entêtement de ma part et qu'assez de persistance finirait par m'avoir à l'usure. Puis maman est devenue créative. Elle a commencé à appeler ma ligne professionnelle pendant les heures de travail, pensant peut-être qu'elle pourrait me prendre au dépourvu ou m'embarrasser devant des clients. J'ai dû expliquer à mon assistante que si quelqu'un prétendant être ma mère appelait, elle devait prendre un message et ne pas transférer l'appel. Très professionnel, de devoir mettre sur liste noire sa propre famille de son lieu de travail. Les messages vocaux étaient quelque chose d'autre. Au début, c'était de longs discours culpabilisants sur la responsabilité familiale et à quel point papa serait déçu s'il pouvait me voir maintenant. Puis ils ont escaladé jusqu'à des exigences pures et simples, maman me disant qu'elle attendait l'argent pour les frais de scolarité de Harper avant une certaine date et qu'elle avait déjà dit aux gens que je venais au mariage. Le sentiment que tout lui était dû était irréel. Cette femme s'était convaincue que je lui devais ces choses et devenait véritablement en colère que je ne me conforme pas, comme si j'étais une sorte d'employé rebelle au lieu d'un homme adulte qui ne voulait rien avoir à faire avec elle. Patricia a été davantage impliquée. Maman a commencé à l'appeler, essayant de la convaincre de me persuader d'aider. Patricia a immédiatement mis fin à cela et a dit à maman exactement ce qu'elle pensait de toute la situation. Selon Patricia, maman a essayé de prétendre qu'elle s'était tant sacrifiée pour ses enfants et méritait un meilleur traitement de ma part. Cette femme a complètement perdu le contact avec la réalité, m'a dit Patricia après un de ses appels. Elle a en fait essayé de me dire que te laisser avec moi était une sorte de cadeau pour toi, comme si elle te rendait service en abandonnant son propre enfant. Les tactiques de manipulation ont continué à évoluer aussi. Maman appelait en pleurant sur le fait que Harper luttait et pourrait devoir abandonner l'université sans aide. Puis elle passait à la colère sur mon égoïsme. Puis revenait à la culpabilité sur les obligations familiales et ce que papa aurait voulu. Sarah en avait assez de toute cette affaire et a suggéré que nous changions simplement notre numéro de téléphone. Mais j'étais têtu à ce sujet. C'était mon numéro, ma vie, et je n'allais pas laisser maman me forcer à changer quoi que ce soit. De plus, je voulais qu'elle perde son temps et son énergie sur des appels qui ne menaient nulle part. Mais c'est ici que c'est devenu vraiment pathétique. Maman a commencé à essayer d'impliquer d'autres membres de la famille pour me faire pression. Des parents éloignés que je connaissais à peine ont commencé à appeler pour servir de médiateurs entre nous. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont soudainement pris contact pour me dire que je devrais donner une chance à maman. Ces gens ne connaissaient pas toute l'histoire, évidemment, maman leur avait raconté une version où elle était la veuve éplorée qui avait fait de son mieux et j'étais le fils ingrat et rancunier. Ils appelaient avec ce ton concerné, demandant si je ne pouvais pas trouver dans mon cœur le pardon pour les erreurs passées et aider ma sœur. J'ai dû expliquer à chacun d'eux exactement ce que maman avait fait, comment elle m'avait abandonné après la mort de papa, emmené Harper au Canada, et m'avait pratiquement effacé de leur vie pendant 15 ans. La plupart d'entre eux étaient choqués parce que maman avait évidemment omis ces détails en les recrutant pour sa campagne de culpabilisation. Mon cousin Danny était l'un des rares qui connaissait déjà la vraie histoire. Il n'a pas appelé pour me faire pression, mais pour m'avertir que maman racontait partout que j'étais cruel avec Harper, essayant de faire croire que je punissais une fille innocente pour les erreurs de maman au lieu de simplement refuser de payer pour l'éducation d'une étrangère. Elle dit aux gens que Harper ne comprend pas pourquoi son frère ne veut pas l'aider, m'a dit Danny, faisant croire que Harper essaie de renouer avec toi depuis des années et que tu l'ignores. D'autres mensonges de maman pour se donner le beau rôle. Harper n'avait fait aucun effort pour me contacter parce qu'elle ne se souciait pas d'avoir une relation avec moi. Il s'agissait purement d'argent, et maman essayait de réécrire l'histoire pour justifier ses demandes. Le plus insultant, c'est quand maman a commencé à appeler Sarah directement. Elle a réussi à obtenir le numéro de téléphone professionnel de Sarah et a appelé son bureau, essayant de la convaincre de me faire entendre raison. Sarah était furieuse que maman implique son lieu de travail dans ce drame. Ta mère m'a appelé au travail, m'a dit Sarah ce soir-là. Elle a commencé à parler de la responsabilité familiale et de la façon dont les épouses devraient soutenir leur mari à faire ce qui est juste. Je lui ai raccroché au nez, mais elle est complètement déplacée d'impliquer mon travail dans tout ça.
C'est là que j'ai su que maman avait franchi la ligne, s'en prenant à la carrière de ma femme parce qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait de moi. Ce n'est pas un comportement familial, c'est un comportement de harceleur. Sarah n'a pas signé pour cette folie en m'épousant et ne méritait pas que sa vie professionnelle soit perturbée par ma mère toxique. J'ai appelé maman ce soir-là et je lui ai dit que si elle contactait Sarah à nouveau, j'obtiendrais une ordonnance restrictive. Cela a semblé la dissuader de cibler Sarah directement, mais la campagne de pression a continué par d'autres moyens. Quand les appels ont cessé de fonctionner, maman est passée aux cartes et aux lettres manuscrites. Elles étaient pleines de discours culpabilisants sur le fait qu'elle avait fait des erreurs et voulait arranger les choses. Harper avait besoin de son grand frère. Le mariage ne serait pas complet sans ses 2 enfants, le refrain habituel. Chacune était un chef-d'œuvre de manipulation, pleine d'excuses vagues et d'aucune réelle prise de responsabilité. Elle faisait passer l'abandon pour un simple contretemps parental. Sarah trouvait ses lettres dans notre boîte aux lettres et les jetait simplement sans me les montrer. Elle voyait à quel point toute la situation me stressait et essayait de me protéger de cela autant que possible. Avoir une partenaire qui se souciait réellement de mon bien-être était un tel contraste avec les exigences égoïstes de maman. La pression du calendrier continuait également de monter. Le mariage de maman approchait, et les dates limites des frais de scolarité de Harper arrivaient. Les appels devenaient plus fréquents et plus désespérés. Maman a commencé à faire des menaces sur ce qui se passerait si je ne répondais pas présent. Elle dirait aux gens au mariage que j'étais trop occupé par le travail pour y assister. Elle devrait expliquer à Harper pourquoi son frère ne se souciait pas assez pour l'aider avec l'université. Elle ne se le pardonnerait jamais si Harper devait abandonner à cause de mon égoïsme. Tout cela était censé me faire sentir assez coupable pour que je cède et lui donne ce qu'elle voulait. Mais plus elle appliquait de pression, plus j'étais convaincu que je prenais la bonne décision. Cette femme avait montré son vrai visage, et il était hideux. Patricia m'a gardé les pieds sur terre pendant tout ce temps. Elle me rappelait que je ne devais rien à maman et que ses exigences étaient complètement déraisonnables. Patricia avait réussi à m'élever sans aucune aide de maman, et maintenant maman voulait s'attribuer le mérite de mon succès tout en exigeant que je finance l'avenir de son autre enfant. « Tu as travaillé dur pour tout ce que tu as », me disait Patricia. Cette femme n'a rien contribué à ton succès, et maintenant elle veut en profiter. Ne la laisse pas te culpabiliser pour te récompenser de t'avoir abandonné. Toute la campagne se retournait contre maman parce qu'au lieu de muser, elle ne faisait que renforcer pourquoi j'avais coupé les ponts avec elle en premier lieu. Elle était égoïste, manipulatrice, et ne se souciait de moi que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Les tactiques de pression prouvaient simplement qu'elle n'avait pas du tout changé. Mais maman avait encore une carte à jouer qui allait amener toute cette situation à un niveau encore plus fou. Et quand cela n'a pas fonctionné non plus, elle m'a montré à quel point elle était réellement convaincue que tout lui était dû et délirante. Après des semaines d'appels téléphoniques infructueux, de culpabilisation et de campagnes de pression, elle a décidé de passer à l'artillerie lourde. Si elle ne pouvait pas me manipuler pour me faire obéir, elle essaierait de me forcer par l'humiliation publique. Maman s'est présentée chez moi à l'improviste un samedi matin. Sarah et moi prenions notre petit déjeuner quand la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas, et elle était là, debout sur mon porche comme si elle avait tout à fait le droit d'être là. C'était la première fois que je la voyais en personne depuis plus de 15 ans. Sarah a vu l'expression sur mon visage et a immédiatement su de qui il s'agissait. « Ne réponds pas », a-t-elle dit. Elle n'a aucun droit de se présenter ici sans y être invitée. Mais j'étais curieux de savoir ce que maman pensait accomplir en me tendant une embuscade à la maison. J'ai donc ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Je suis juste resté là, dans l'embrasure de la porte, à regarder cette femme qui m'avait abandonné et qui essayait maintenant de me culpabiliser pour que je finance sa vie. Elle avait l'air plus âgée, évidemment, fatiguée, comme si la vie n'avait pas été aussi facile au Canada qu'elle l'avait espéré. Mais le sentiment que tout lui était dû dans ses yeux était le même. Elle a commencé avec cette fausse approche émotionnelle sur le fait qu'elle avait fait tout ce chemin pour me voir et qu'elle voulait juste parler à son fils. Jackson, nous devons discuter de cette situation comme des adultes. Puis-je entrer ? Non, tu ne peux pas entrer. Tu peux dire ce que tu es venu dire de là où tu es. C'est alors qu'elle a laissé tomber la comédie et est allée droit au but. La date limite des frais de scolarité de Harper était la semaine prochaine, et maman avait besoin que l'argent soit transféré immédiatement. Le mariage était dans 3 semaines, et elle avait déjà dit aux gens que je venais. Je l'embarrassais en étant difficile sur de simples obligations familiales.
L'audace était à couper le souffle. Cette femme, debout sur mon porche, agissant comme si j'étais le problème pour ne pas avoir immédiatement obtempéré à ses demandes. Sarah est venue à la porte derrière moi, et toute l'attitude de maman a changé. Elle a essayé de faire appel à Sarah d'une femme à l'autre, parlant de loyauté familiale et de la façon dont les épouses devraient encourager leur mari à faire ce qui est juste. Sarah n'a pas mordu à l'hameçon. Vous avez abandonné votre fils de 12 ans, et maintenant vous voulez son argent, a dit Sarah. Il n'y a rien de juste là-dedans. Vous devez quitter notre propriété. C'est alors que maman a complètement perdu les pédales. Elle a commencé à crier sur mon ingratitude, sur le fait qu'elle avait tout sacrifié pour ses enfants, sur la façon dont je détruisais l'avenir de Harper par dépit. Les voisins commençaient à sortir pour voir ce qu'était tout ce remue-ménage. Elle a joué toutes les cartes qui lui restaient. Elle a dit que papa aurait honte de moi. Que je trahissais ma famille. Que les gens qui réussissent ont l'obligation d'aider leurs proches. Quand rien de tout cela n'a fonctionné, elle a essayé les menaces. Maman a dit qu'elle dirait à tout le monde au mariage quel genre de fils j'étais. Elle s'assurerait que Harper sache que son frère avait choisi de la laisser abandonner l'université plutôt que de l'aider. Elle contacterait mes clients professionnels et leur parlerait de mon caractère. Cette dernière menace a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Menacer mon entreprise parce que je ne voulais pas financer ses demandes? Cette femme avait officiellement perdu la tête. Quitte ma propriété tout de suite, ou j'appelle la police, lui ai-je dit. Tu n'oserais pas appeler la police pour ta propre mère. Essaie pour voir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à composer. Maman n'a pas reculé comme je m'y attendais. Au lieu de cela, elle a redoublé de menaces, disant qu'elle ne partirait pas tant que je n'accepterais pas d'aider Harper et de venir au mariage, debout sur mon porche comme si l'endroit lui appartenait. Alors, j'ai fini de composer le 911. 911, quelle est votre urgence? J'ai besoin que la police expulse de ma propriété quelqu'un qui refuse de partir, ai-je dit, regardant maman droit dans les yeux pendant que je parlais. Le visage de maman est devenu blême. Elle ne pensait clairement pas que j'irais jusqu'au bout. Elle a commencé à reculer vers sa voiture, disant qu'elle partait, mais l'opérateur prenait déjà mes informations et a dit qu'ils enverraient quelqu'un. Jackson, raccroche le téléphone. Je m'en vais. Tu n'as pas besoin d'impliquer la police. Trop tard pour ça. J'ai donné mon adresse à l'opérateur et j'ai expliqué que ma mère, avec qui j'étais en froid, s'était présentée en exigeant de l'argent et s'introduisait maintenant illégalement après qu'on lui ait demandé de partir. Tout cela semblait surréaliste mais aussi terriblement satisfaisant. Maman s'est précipitée vers sa voiture et est partie avant l'arrivée des flics, mais ils sont quand même passés pour prendre une déposition. C'étaient des gars professionnels qui ont tout de suite compris la situation quand j'ai expliqué le contexte. Ils ont dit que se présenter chez quelqu'un pour exiger de l'argent pouvait être considéré comme du harcèlement, surtout avec les menaces qu'elle avait proférées. Un des officiers a suggéré de demander une ordonnance restrictive si elle nous contactait à nouveau. Il a dit qu'il voit ce genre d'abus financier familial plus souvent que les gens ne le pensent, et la loi ne se soucie pas de savoir si la personne qui vous harcèle est de votre famille. Famille ou pas, elle n'a pas le droit de se présenter chez vous pour faire des demandes et des menaces, m'a dit l'officier. Documentez tout au cas où vous auriez besoin d'intenter une action en justice. Après son départ, Sarah et moi sommes restés assis un moment, à digérer ce qui venait de se passer. Cette femme était venue en voiture jusqu'à notre maison pour exiger de l'argent et nous menacer lorsque nous avons refusé. Le niveau de sentiment que tout lui était dû était honnêtement impressionnant par sa folie totale. Cette femme est complètement folle, a dit Sarah. Qui se présente chez quelqu'un pour exiger 30 000 $? Juste au moment où je pensais qu'elle ne pouvait pas être plus ridicule, j'ai reçu une lettre recommandée par la poste. Elle venait d'un avocat de bas étage en son nom, pleine de baratins à consonance juridique, m'accusant d'abandon émotionnel et de manquement au soutien familial. Oui, apparemment, je suis maintenant responsable de l'université de Harper parce que j'ai réussi. Elle a en fait essayé de prétendre que je lui devais de l'argent parce qu'elle m'avait élevé, ce qu'elle n'a pas fait, Patricia l'a fait, et parce que le bien-être émotionnel de Harper souffrait de mon refus d'aider. Pas de cas réel, pas de dépôt au tribunal, juste un grand chantage affectif imprimé sur du papier à en-tête juridique. Heureusement, mon pote est un vrai avocat et a démoli ça en 5 minutes. Ces mots, c'est du courrier indésirable en costume. Nous avons renvoyé une courte réponse disant en gros, Jackson ne doit rien. Si cela continue,
nous engagerons une action en justice pour harcèlement. Elle n'a rien déposé. Évidemment, ce n'était que des tactiques d'intimidation, mais le fait qu'elle ait essayé de me forcer la main avec de fausses pressions juridiques après des années de silence a juste confirmé tout ce que je savais déjà. Elle ne veut pas d'un fils, elle veut un chéquier. Sarah et Patricia ont toutes les deux ri en lisant la lettre. Patricia a dit, elle t'a abandonné, puis a essayé de t'envoyer une facture. C'est un nouveau sommet dans le sentiment que tout lui est dû. Si elle pense que ça va marcher, elle est bien plus déconnectée que je ne le pensais. Nous avons décidé sur le champ que si maman nous contactait à nouveau de quelque manière que ce soit, nous obtiendrions une ordonnance restrictive. Le fait qu'elle se soit présentée chez nous a fait passer le drame familial ennuyeux au harcèlement pur et simple. Mais bien sûr, maman n'avait pas fini. Quelques jours plus tard, 2 de mes clients ont appelé, posant des questions sur des problèmes familiaux dont ils avaient entendu parler. Il s'avère que maman avait réussi à trouver leurs coordonnées et les avait appelés, prétendant que je refusais sans cœur d'aider ma brillante sœur à rester à l'université. Elle m'a fait passer pour un monstre égoïste qui a abandonné sa famille. Heureusement, les 2 clients sont des professionnels et n'ont pas cru à son histoire. Ils étaient plus confus que critiques. Je leur ai dit la vérité, maman m'a quitté à 12 ans, a disparu pendant 15 ans, et maintenant veut soudainement de l'argent. L'un d'eux l'a dit le mieux, elle veut que vous payiez pour quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis une décennie. C'est insensé. Ce fut la goutte d'eau pour Sarah et moi. Elle en avait assez d'être harcelée. J'en avais assez de jouer la défense. Nous avons demandé une ordonnance restrictive. En une semaine, l'ordonnance a été approuvée. Il lui est légalement interdit de me contacter, moi ou Sarah, ou de se présenter à notre domicile ou à notre travail. Si elle tente quoi que ce soit d'autre, elle sera poursuivie au pénal. Et honnêtement, c'est la première fois que j'ai ressenti une paix réelle depuis qu'elle est revenue dans ma vie. Le mariage a eu lieu sans moi, évidemment. Patricia m'a dit plus tard que maman l'avait appelée la veille, essayant une dernière fois de me faire venir. Quand Patricia lui a dit que je ne venais pas, maman se serait effondrée en larmes en disant que sa journée spéciale était gâchée. Bien. Peut-être que le fait d'avoir à expliquer à la famille de son nouveau mari pourquoi son fils n'assistait pas à son mariage lui a donné un avant-goût des conséquences de ses choix. Bien que, connaissant maman, elle a probablement juste inventé une histoire sur le fait que j'étais difficile au lieu d'admettre ce qu'elle avait fait. Environ une semaine après le mariage, Harper m'a appelé. Pour la première fois en 15 ans. Elle pleurait, disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi je ne l'aidais pas pour l'université ou ce qu'elle avait fait de mal. Il était clair que maman lui avait raconté une version déformée des événements. Harper pensait que nous avions eu une sorte de relation pendant tout ce temps, comme si je l'avais soudainement coupé de ma vie sans raison. Je lui ai dit la vérité. Harper était choquée. Mais maman parlait toujours de toi, a-t-elle dit. Elle disait qu'elle était fière de toi. Ouais, d'autres mensonges pour sauver les apparences. Harper, je suis désolé, mais nous sommes pratiquement des étrangers. Je ne peux pas financer l'université de quelqu'un que je ne connais pas juste parce que nous partageons de l'ADN. Elle a raccroché en pleurant. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle ni de maman depuis. Et honnêtement, c'est quelque chose qu'elles devront régler entre elles.